Vous savez, ce qui me fait vraiment peur, ce qui me tient éveillé parfois, quand je pense à mes patients, à ces femmes extraordinaires que je rencontre dans mon cabinet chaque semaine, c'est de voir combien d'entre elles arrivent à 60 ans en pensant que le meilleur est derrière elles, que leur corps les a trahis, que leur vie, leur vraie vie, celle qui pulse et qui brille, s'est arrêtée quelque part entre leur dernier anniversaire et le moment où elles ont regardé leur reflet dans le miroir et n'ont pas reconnu la femme qu'elles voyaient. C'est ça qui me brise le cœur. Pas le vieillissement en lui-même, parce que le vieillissement, je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent dire vraiment. Le vieillissement peut être la période la plus puissante, la plus libre, la plus désirable de votre existence, la plus libre, la plus désirable de votre existence. Mais seulement si vous savez comment l'aborder. Et aujourd'hui, je vais vous donner exactement les outils pour faire ça. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute. J'ai passé plus de 30 ans à étudier le cerveau humain, les émotions, la résilience et surtout ce mystère fascinant qu'est la vitalité. Pas la vitalité telle qu'on la vend dans les magazines avec des photos retouchées et des promesses vides. Non, la vitalité vraie, celle qui vient de l'intérieur, celle qui vient de l'intérieur, celle qui se lit dans les yeux d'une femme qui sait qui elle est et ce qu'elle veut. Et je vais vous parler aujourd'hui de 6 habitudes, 6 seulement, qui ont le pouvoir scientifiquement démontré d'inverser le processus de vieillissement après 60 ans. Pas de le ralentir, pas de l'accepter passivement, mais de l'inverser, de faire en sorte que votre corps, votre cerveau, votre énergie, votre désirabilité, tout cela recommence à aller dans la bonne direction. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous peindre un tableau que vous connaissez peut-être trop bien. Imaginez une femme, appelons-la Marie, 58 ans, ancienne cadre dans une grande entreprise, 3 enfants élevés, une vie bien remplie. Marie se lève le matin avec cette sensation de lourdeur que vous connaissez peut-être, cette fatigue qui n'est pas tout à fait de la fatigue, plutôt une sorte d'inertie, comme si le corps avait décidé de fonctionner au ralenti. Elle regarde son agenda et il est plein, réunions, courses, rendez-vous médicaux, choses à faire pour les autres. Mais au milieu de tout ça, il y a un vide étrange, un vide qui ressemble à la question que personne ne lui pose jamais. Et toi, Marie, comment tu vas? Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Marie est divorcée depuis 3 ans. Son ex-mari, Patrick, a refait sa vie assez rapidement avec une femme plus jeune et cette information, elle ne vous le dira pas forcément, mais elle l'a reçue comme un coup de poing en plein estomac. Pas parce qu'elle veut récupérer Patrick, non, mais parce que ça a réveillé quelque chose de profond. Cette question terrifiante, est-ce que moi aussi je peux encore être désiré, être choisi, être vu, être choisi, être vu? Est-ce que quelqu'un pourrait encore tomber amoureux de moi? Est-ce que je suis encore, comment dire, dans la course? Et je veux vous dire quelque chose d'important maintenant, quelque chose que je dis à chaque femme qui s'assoit en face de moi avec cette question dans les yeux. Cette question n'est pas une faiblesse. C'est une question profondément humaine, profondément légitime et la réponse, la vraie réponse basée sur la science et sur l'expérience clinique, c'est oui, absolument oui. Mais il y a une condition et cette condition, c'est que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la façon dont le vieillissement fonctionne réellement et sur les leviers que vous avez, vous, pour le transformer. Parce que voici ce que personne ne vous dit, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui, le vieillissement n'est pas un destin, c'est un processus. Et les processus, contrairement au destin, peuvent être influencés, modifiés, parfois même renversés. La biologie du vieillissement a fait des progrès absolument spectaculaires ces 20 dernières années et ce que les chercheurs ont découvert va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur le sujet. Nous avons des preuves maintenant, des preuves solides que
Certaines habitudes de vie ont le pouvoir de modifier l'expression de vos gènes, de rallonger vos télomères. Ces petites structures au bout de vos chromosomes qui déterminent en grande partie votre âge biologique, de régénérer des connexions neuronales, de réduire l'inflammation chronique qui est la vraie cause de la plupart des signes de vieillissement accéléré. Alors si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous ressentez quelque chose, une urgence. Un sentiment que le temps passe et que vous n'avez pas encore trouvé la clé. Et je veux vous dire, vous avez bien fait de rester. Parce que ce que je vais partager avec vous dans les prochaines heures pourrait littéralement changer la trajectoire de votre vie, pas dans 10 ans, maintenant, dans les semaines qui viennent. Mais d'abord, parlons de quelque chose d'inconfortable. Parlons de ce qui se passe vraiment quand une femme de 60 ans ne prend pas soin d'elle de la bonne façon. Et quand je dis de la bonne façon, je ne parle pas de régime draconien ou de séances de sport épuisantes. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. Je parle de la façon dont le corps et le cerveau commencent à envoyer des signaux que la plupart des femmes ignorent, soit parce qu'elles sont trop occupées, soit parce qu'on leur a appris à minimiser leurs propres besoins, soit parce qu'elles pensent que c'est normal à leur âge. Ces signaux, ils ressemblent à quoi ? Ils ressemblent à cette fatigue chronique qui ne disparaît pas, même après une bonne nuit de sommeil. Ils ressemblent à ces douleurs articulaires qui s'installent progressivement. Il ressemble à ces sauts d'humeur inexplicables, à ce brouillard mental qui rend difficile la concentration, à cette peau qui semble perdre de son éclat, à ces cheveux qui s'amincissent, à cette vidéo qui s'est mise en veille prolongée. Tout ça, ce ne sont pas des fatalités, ce sont des messages de votre corps qui vous dit « j'ai besoin de quelque chose de différent ». Et voici où ça devient vraiment sérieux et je veux que vous m'écoutiez attentivement maintenant parce que ce que je vais dire est scientifiquement documenté et psychologiquement crucial. Si vous n'agissez pas sur ces signaux, si vous continuez à vivre exactement comme vous vivez maintenant en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, voici ce qui va se passer. Pas peut-être avec une très haute probabilité statistique, votre âge biologique va continuer à dépasser votre âge chronologique. Ce fossé entre ce que vous pourriez être et ce que vous êtes va continuer à se creuser. Et pendant ce temps, pendant que vous attendez que les choses changent, la vie continue. Les opportunités continuent. Les rencontres continuent et si vous avez un ex-mari, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a fait une nouvelle vie, sachez que lui, il n'attend pas, il construit, chaque jour qui passe, il construit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et la question que vous devez vous poser honnêtement, c'est pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je construis ? Je ne dis pas ça pour vous faire peur, enfin si un peu, mais surtout pour vous réveiller. Parce que j'ai vu trop de femmes magnifiques, intelligentes, profondes, passionnantes, rester paralysées pendant des années par une combinaison de chagrin, de doute et d'habitude qui les maintenait dans cet état de semi-existence. Et pendant qu'elles s'attendaient de se sentir prêtes, de se sentir assez bien, assez mince, assez jeune, assez confiante, la vie passait. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Pas quand j'ai entre les mains les outils pour vous aider à sortir de là. Alors je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez votre ex-mari ou cet homme qui vous a quitté ou simplement cet homme qui représente dans votre esprit la question de savoir si vous êtes encore désirable. Imaginez-le dans 6 mois, il est heureux, il rit. Il a quelqu'un à côté de lui qui le regarde avec admiration. Et vous, dans 6 mois, où vous êtes ? Si vous ne faites rien de différent, si vous ne changez rien à vos habitudes, si vous ne mettez pas en place ces 6 pratiques dont je vais vous parler, vous êtes probablement au même endroit qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus fatigué, peut-être un peu plus résigné, peut-être avec cette douleur sourde qui s'est installée si profondément que vous avez arrêté de la remarquer. Mais si vous appliquez ce que je vais vous enseigner aujourd'hui dans 6 mois, vous êtes une femme différente.
Pas différente au sens où vous auriez changé, qui vous êtes fondamentalement, non, mais différente au sens où vous seriez, enfin, pleinement vous-même, avec toute votre énergie, toute votre présence, tout votre magnétisme. Et croyez-moi, le magnétisme d'une femme de 60 ans qui sait qui elle est, qui a traversé des tempêtes et qui se tient debout, c'est quelque chose qu'aucune femme de 30 ans ne peut reproduire. C'est quelque chose d'unique, de rare, de profondément attirant, mais il faut d'abord le cultiver. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si cette vidéo vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si vous sentez que vous avez besoin de ces outils, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, pas dans 5 minutes. Maintenant, pas dans 5 minutes maintenant, parce que je publie régulièrement des contenus sur la psychologie du vieillissement bien vécu, sur la vitalité, sur la confiance en soi, sur les relations. Et chaque vidéo est une conversation comme celle-ci, intime, directe, sans filtre. Et franchement, vous méritez d'avoir accès à tout ça. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres. Il est temps que quelqu'un prenne soin de vous en vous donnant les vraies informations. Alors abonnez-vous, activez la cloche et revenez me voir régulièrement. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Je veux commencer par vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre, parce que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle de vieillissement. Je veux vous parler du cerveau, pas du corps, pas de la peau, pas des articulations du cerveau, parce que voici ce que j'ai appris après 30 ans de pratique clinique. Tout commence là. La façon dont vous vieillissez, la façon dont vous sentez dans votre corps, la façon dont vous percevez, la façon dont les autres vous perçoivent, tout ça part du cerveau. Et la bonne nouvelle, la nouvelle absolument révolutionnaire que la neuroscience nous a donnée ces 20 dernières années, c'est que le cerveau est plastique. Il change, il se remodèle. À 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, le cerveau continue à créer de nouvelles connexions, à se régénérer, à s'adapter. Et certaines habitudes accélèrent ce processus de façon spectaculaire. La première habitude dont je veux vous parler, c'est ce que j'appelle la pratique de la présence active. Et je sais ce que vous pensez, Christophe, vous allez encore me parler de méditation. Et oui et non. Je vais vous parler de quelque chose de plus large, de plus accessible et de plus puissant que la méditation telle qu'on la présente souvent. La présence active, c'est la capacité à être vraiment là où vous êtes, dans votre corps, dans l'instant, avec tous vos sens en éveil. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la première habitude anti-vieillissement la plus puissante qui existe. Quand vous n'êtes pas présente, quand votre esprit est constamment dans le passé à ruminer ou dans le futur à s'inquiéter, votre corps est en état de stress chronique. Et le stress chronique, c'est le pire ennemi du vieillissement bien vécu. Voici pourquoi. Quand vous êtes en état de stress, votre corps produit du cortisol. Le cortisol en petite dose, c'est utile, ça vous aide à réagir aux urgences. Mais le cortisol en dose chronique, ça ravage littéralement votre organisme. Ça ravage littéralement votre organisme. Ça détruit le collagène de votre peau, ça fragilise vos os, ça perturbe votre sommeil, ça affaiblit votre système immunitaire, ça accélère le raccourcissement des télomères, ces fameux indicateurs de votre âge biologique. Et ça, c'est documenté par des centaines d'études scientifiques. Mais voici ce qui est fascinant. Les recherches de la biologiste moléculaire Elizabeth Blackburn, qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les télomères, ont montré que les pratiques de pleine conscience, de présence intentionnelle, pouvaient non seulement ralentir le raccourcissement des télomères, mais dans certains cas, les allonger. Vous avez bien entendu, allonger les télomères. Ce qui signifie concrètement rajeunir au niveau cellulaire, ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie moléculaire. Alors comment pratiquer la présence active dans votre vie quotidienne ? Parce que je ne suis pas là pour vous donner des concepts abstraits, je suis là pour vous donner des outils concrets. La première chose, c'est ce que j'appelle les ancres sensorielles. Plusieurs fois par jour, prenez 30 secondes, juste 30 secondes pour vous demander qu'est-ce que je vois en ce moment, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps.
Cette simple pratique, répétée régulièrement, recalibre votre système nerveux, réduit votre taux de cortisol et active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, votre mode de récupération et de régénération. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la marche consciente, pas la marche sportive, pas la marche rapide, avec des objectifs de pas à atteindre, la marche consciente. 20 minutes par jour, dehors si possible, où vous marchez lentement, où vous respirez profondément, où vous laissez vos sens s'ouvrir à ce qui vous entoure. Cette pratique a été étudiée dans de nombreuses recherches et ses effets sur le cerveau sont remarquables. Elle réduit l'activité du cortex préfrontal médian, la zone du cerveau associée à la rumination, et augmente l'activité des zones associées au bien-être et à la créativité. Et voici quelque chose que je dis souvent à mes patients et qui les surprend toujours. La présence active est l'une des choses les plus séduisantes qu'une femme puisse cultiver, vraiment. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un, homme ou femme, qui était vraiment là, vraiment présent, qui vous regardait vraiment quand vous parliez, qui était entièrement dans la conversation. N'aviez-vous pas envie de rester près de cette personne? N'aviez-vous pas l'impression qu'elle vous voyait vraiment? C'est ça le magnétisme de la présence et c'est quelque chose que vous pouvez cultiver, développer, amplifier. À n'importe quel âge, maintenant j'entends parfois des femmes me dire Christophe, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai 60 ans, j'ai du mal à me concentrer, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, je me sens parfois dans un brouillard et je veux vous dire quelque chose d'important, ce brouillard mental que vous décrivez, cette difficulté à vous concentrer, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est très souvent le résultat d'une combinaison de facteurs que vous pouvez modifier. Et la présence active est l'un des antidotes les plus puissants à ce brouillard mental. Voici pourquoi. Quand vous pratiquez la présence active régulièrement, vous entraînez votre cerveau à rester dans le présent plutôt que de se perdre dans les méandres de la rumination. Vous réduisez la charge cognitive inutile. Vous libérez de l'espace mental et paradoxalement, en faisant moins, en arrêtant de tout contrôler mentalement, votre cerveau devient plus efficace, plus clair, plus vif. C'est comme un ordinateur qu'on débarrasse de tous les programmes qui tournent en arrière-plan et qui soudainement retrouvent de la vitesse et de la fluidité. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. J'ai eu une patiente, appelons-la Isabelle, 62 ans, professeure de lycée à la retraite. Elle est venue me voir en me disant qu'elle avait l'impression de perdre la tête, que sa mémoire flanchait, qu'elle se sentait vieille. Après quelques séances, j'ai compris que le problème n'était pas sa mémoire. Le problème, c'était qu'elle avait l'esprit constamment occupé par des préoccupations, des regrets, des inquiétudes. Son cerveau était tellement chargé qu'il n'avait plus de capacité disponible pour encoder et récupérer les informations correctement. En 6 semaines de pratique de présence active, sa mémoire s'est améliorée de façon spectaculaire. Pas parce que son cerveau avait changé structurellement, mais parce qu'elle avait libéré de l'espace. Isabelle, aujourd'hui, 2 ans plus tard, m'a dit quelque chose qui m'a touché profondément. Elle m'a dit « Christophe, je me sens plus jeune qu'à 40 ans, pas dans mon corps, mais dans ma tête, et c'est ça qui compte vraiment. » Alors voilà la première habitude, la présence active, 30 secondes d'encre sensorielle plusieurs fois par jour, 20 minutes de marche consciente, et une intention quotidienne d'être là où vous êtes, vraiment entièrement. Mais attendez, parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La deuxième habitude que je veux vous partager est peut-être encore plus surprenante et elle touche à quelque chose que beaucoup de femmes de votre génération ont été conditionnées à négliger. Je veux vous parler du mouvement, pas du sport au sens conventionnel du terme, mais du mouvement. Et la distinction est cruciale. Voici un fait qui devrait vous réveiller si vous ne l'êtes pas déjà. La sédentarité est aujourd'hui considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des principaux facteurs de risque pour la santé dans les pays développés, plus que le tabagiste dans certaines études. Plus que l'obésité, la sédentarité tue lentement, silencieusement, mais elle tue et elle accélère le vieillissement de façon dramatique.
Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas, ce n'est pas l'absence d'exercice intense qui est le problème principal, c'est l'absence de mouvement régulier tout au long de la journée. Des études récentes ont montré que rester assise pendant de longues périodes, même si vous faites du sport 1 heure par jour, est extrêmement nocif pour la santé. En revanche, est extrêmement nocif pour la santé. Des femmes qui ne font jamais de sport au sens traditionnel, mais qui bougent régulièrement tout au long de la journée, qui marchent, qui font des tâches ménagères, qui jardinent, qui dansent dans leur cuisine. Ces femmes ont des profils biologiques remarquablement meilleurs que des femmes sédentaires qui vont à la salle de sport 3 fois par semaine. Alors la deuxième habitude, c'est ce que j'appelle le mouvement joyeux, et j'insiste sur le mot joyeux, parce que le mouvement que vous faites sous contrainte, par obligation, avec cette petite voix intérieure qui vous dit que vous devriez faire du sport parce que vous avez grossi ou parce que vous vieillissez, ce mouvement-là est beaucoup moins efficace que le mouvement que vous faites par plaisir, par envie, parce que ça vous fait du bien. Voici pourquoi. Quand vous faites quelque chose sous contrainte, votre corps est en légère tension, votre cortisol est légèrement élevé. Et cette tension réduit les bénéfices du mouvement. En revanche, quand vous bougez avec plaisir, quand vous dansez sur une chanson que vous aimez, quand vous marchez dans un endroit qui vous inspire, quand vous nagez et que vous sentez l'eau sur votre peau comme une caresse, votre corps produit des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine. Ces neurotransmetteurs ont des effets anti-inflammatoires puissants et ils réduisent le stress oxydatif. Ils stimulent la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est littéralement le fertilisant de votre cerveau, la substance qui favorise la croissance de nouvelles connexions neuronales. Et je vais vous dire quelque chose que les femmes adorent entendre et que les hommes ne comprennent pas toujours. La danse est l'une des meilleures formes de mouvement joyeux qui existent pour le cerveau vieillissant. Une étude publiée dans la revue Frontier Hymen Neurosciences a comparé différents types d'exercices chez des personnes de plus de 60 ans. La danse était supérieure à tous les autres types d'exercices pour améliorer l'équilibre, la coordination, la mémoire et même l'humeur. Pourquoi ? Parce que la danse combine le mouvement physique avec la stimulation cognitive, vous devez apprendre des pas, mémoriser des séquences, vous adapter à la musique avec l'interaction sociale et avec le plaisir esthétique. C'est un cocktail neurologique absolument extraordinaire. Alors si vous ne dansez pas, commencez. Je ne parle pas de vous inscrire dans une école de danse, d'apprendre la valse viennoise, encore que pourquoi pas je parle de mettre de la musique dans votre cuisine le matin et de bouger 5 minutes, 10 minutes. Laissez votre corps se souvenir qu'il sait danser, parce qu'il sait, il a juste oublié. Et si la danse n'est vraiment pas votre truc, voici d'autres formes de mouvements joyeux que je recommande. Le yoga doux, pas le yoga acrobatique des magazines, mais le yoga qui vous apprend à vous reconnecter à votre corps avec douceur et curiosité. La natation, qui est particulièrement bénéfique pour les articulations. Le jardinage, qui combine mouvement, contact avec la nature et satisfaction créative. Et bien sûr, la marche, mais une marche que vous choisissez dans des endroits qui vous plaisent, à un rythme qui vous convient, un rythme qui vous convient. La clé, c'est pas la douleur, le mouvement régulier et joyeux. Visez 30 minutes par jour, mais si vous ne pouvez pas, 10 minutes, c'est déjà extraordinaire. 3 fois 10 minutes dans la journée, c'est aussi efficace qu'une séance de 30 minutes d'un seul tenant et souvent plus facile à intégrer dans une vie chargée. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez profondément parce que ça change tout. Le mouvement n'est pas seulement bon pour votre corps. Il est transformateur pour votre psychologie. Une femme qui bouge régulièrement a une relation différente à son corps, elle l'habite différemment, elle le ressent différemment, elle le ressent différemment. Il y a une façon de marcher, une façon de se tenir, une façon d'occuper l'espace qui vient de l'intérieur, qui vient de cette relation intime avec son corps, et ça les autres le sentent. Les hommes le sentent.
C'est ce qu'on appelle le langage corporel inconscient et il est infiniment plus puissant que n'importe quelle tenue vestimentaire ou n'importe quel maquillage. Je me souviens d'une patiente, Martine, 64 ans, qui est venue me voir après une rupture douloureuse. Elle me disait qu'elle se sentait invisible, que plus personne ne la regardait dans la rue. Nous avons travaillé ensemble sur ce mouvement joyeux. Et après 3 mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Non pas qu'elle avait perdu du poids ou changé physiquement de façon spectaculaire, mais elle habitait son corps différemment. Elle marchait différemment, elle chait différemment, et les gens le remarquaient. Elle me racontait lors d'une séance avec un grand sourire qu'un homme dans sa librairie préférée lui avait demandé ses recommandations de lecture et qu'ils avaient parlé pendant 1 heure. Rien de spectaculaire en apparence, mais pour elle, c'était la preuve qu'elle était à nouveau visible, à nouveau présente dans le monde, et tout avait commencé par le mouvement, Permettez-moi de vous poser une question, maintenant une question rhétorique mais importante. Quand avez-vous bougé pour le plaisir la dernière fois ? Pas pour perdre du poids, pas pour votre santé, pas parce que votre médecin vous l'a conseillé, mais juste pour le plaisir pur de sentir votre corps bouger. Si vous devez réfléchir longtemps pour trouver la réponse, c'est un signal. Un signal que votre corps attend quelque chose de vous et il est temps de lui donner. Passons maintenant à la 3e habitude et celle-ci va peut-être vous surprendre encore plus que les 2 premières parce qu'on ne l'associe pas spontanément au vieillissement bien vécu. Je veux vous parler de l'alimentation mais pas de la façon dont on en parle habituellement. Pas de régime, pas de calories, pas d'interdit. Je veux vous parler de l'alimentation comme d'un acte d'amour envers vous-même. Voici quelque chose que j'observe régulièrement dans ma pratique clinique et qui me préoccupe profondément. Les femmes de votre génération ont souvent une relation complexe, parfois douloureuse avec la nourriture. Elles ont grandi à une époque où les régimes étaient la norme, où la minceur était le standard de beauté, où manger avec plaisir était presque une transgression. Et cette relation compliquée avec la nourriture a des conséquences biologiques réelles et mesurables. Le stress associé à la restriction alimentaire, la culpabilité après un repas, jugé trop copieux, l'anxiété face au miroir, tout ça produit du cortisol, crée de l'inflammation et accélère le vieillissement. Alors voici la 3e habitude, l'alimentation consciente et bienveillante. Et je vais vous donner les bases scientifiques de ce que votre corps a besoin après 60 ans. Parce que les besoins changent et ce que vous mangiez à 30 ans n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin maintenant. Après 60 ans, 3 choses sont particulièrement importantes sur le plan nutritionnel. La première, c'est les protéines. Et je dis ça en sachant que beaucoup de femmes de votre génération ont été conditionnées à voir les protéines, surtout animales, comme quelque chose de lourd, de gras à éviter. C'est une erreur. Après 60 ans, votre corps commence à perdre de la masse musculaire de façon accélérée, un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Et la masse musculaire, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est votre métabolisme, votre énergie, votre force, votre équilibre, votre indépendance. Les protéines sont le matériau de construction de vos muscles. Vous avez besoin d'en consommer suffisamment et probablement plus que vous ne le pensez. La deuxième chose cruciale, c'est les oméga 3. Ces acides gras essentiels qu'on trouve dans les poissons gras, les noix, les graines de lin ont des effets anti-inflammatoires puissants. Ils protègent le cerveau, ils améliorent l'humeur, ils réduisent les douleurs articulaires, ils protègent la santé cardiovasculaire. Et la plupart des femmes de plus de 60 ans sont déficientes en oméga 3. La 3e chose, ce sont les antioxydants. Fruits colorés, légumes, thé vert, épices comme le curcuma et le gingembre. Ces composés combattent le stress oxydatif qui est l'un des principaux mécanismes du vieillissement cellulaire. Et voici quelque chose de beau. Une alimentation riche en antioxydants se voit sur la peau, littéralement. Les femmes qui consomment beaucoup de fruits et légumes colorés ont une peau qui a une teinte légèrement plus chaude, plus lumineuse que les autres personnes perçoivent comme plus attirante. C'est documenté scientifiquement. Vous pouvez manger pour être plus belle, pas
au sens réducteur du terme, mais au sens profond d'une beauté qui vient de la santé cellulaire. Mais au-delà de ce que vous mangez, il y a comment vous mangez, et c'est là que l'alimentation consciente entre en jeu. Manger lentement, vraiment manger, sans regarder votre téléphone, sans la télévision, sans distraction, savourer chaque bouchée, être présente à la texture, aux saveurs, aux arômes. Cette pratique qui peut sembler anodine a des effets biologiques mesurables. Elle améliore la digestion, elle régule la glycémie, elle réduit les quantités consommées sans effort de volonté et elle transforme l'acte de manger en moment de plaisir conscient plutôt qu'en un acte automatique. Et voici quelque chose que je dis à toutes mes patientes, si vous mangez quelque chose, mangez-le vraiment. Si vous décidez de manger un morceau de chocolat, mangez-le avec toute votre attention, avec tout votre plaisir, sans culpabilité. Ce chocolat, mangé consciemment, avec plaisir, a un effet neurologique complètement différent de ce même chocolat mangé en cachette, rapidement, avec culpabilité. Le premier active les circuits du plaisir et de la satisfaction. Le second active les circuits du stress et de la punition. Et biologiquement, ces deux expériences ont des effets opposés sur votre corps. Je veux aussi vous parler d'une chose dont on parle peu et qui est pourtant fondamentale après 60 ans, l'hydratation. Votre cerveau est composé à environ 75% d'eau. Quand vous êtes légèrement déshydraté et après 60 ans, la sensation de soif diminue, donc vous pouvez être déshydraté sans le ressentir clairement. Votre cerveau fonctionne moins bien, votre concentration diminue, votre humeur se dégrade, votre peau perd de son élasticité, votre énergie chute. La solution est simple, boire régulièrement tout au long de la journée sans attendre d'avoir soif. De l'eau principalement, mais aussi des tisanes, des bouillons, des fruits riches en eau, visés entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Voilà pour la troisième habitude, une alimentation qui nourrit vraiment votre corps riche en protéines, en oméga 3, en antioxydants et une façon de manger consciente et bienveillante, sans culpabilité, avec plaisir. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en tant que psychiatre. Je veux vous parler du sommeil. Parce que le sommeil est peut-être le levier anti-vieillissement le plus puissant et le plus sous-estimé qui existe. Et c'est aussi l'un des premiers à être perturbé après 60 ans, ce qui crée un cercle vicieux qu'il est absolument essentiel de comprendre et de briser. La quatrième habitude, c'est ce que j'appelle le rituel du sommeil réparateur. Et je vais commencer par vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Si vous dormez mal, si vous avez des difficultés à vous endormir, si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, si vous vous levez le matin sans vous sentir reposé, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un problème qui a des solutions concrètes. Et ce problème, s'il n'est pas traité, a des conséquences dramatiques sur votre santé et votre vieillissement. Voici pourquoi le sommeil est si crucial. Pendant que vous dormez, votre cerveau se nettoie littéralement. Il existe un système qu'on appelle le système lymphatique, découvert relativement récemment, qui s'active principalement pendant le sommeil profond et qui élimine les déchets métaboliques accumulés dans le cerveau pendant la journée, notamment les protéines amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, bien dormir protège votre cerveau des maladies neurodégénératives. C'est une découverte révolutionnaire. Pendant le sommeil, votre corps produit également l'hormone de croissance qui stimule la régénération cellulaire, la réparation des tissus, la synthèse des protéines musculaires. Cette hormone est sécrétée principalement pendant le sommeil profond. Si vous dormez mal, vous en produisez moins et votre corps se régénère moins bien, ce qui signifie concrètement que vous vieillissez plus vite. Le sommeil régule aussi votre appétit, vos hormones du stress, votre humeur, votre mémoire, votre créativité. Une nuit de mauvais sommeil équivaut, sur le plan cognitif, à être légèrement en état d'ivresse. Et si vous dormez mal chroniquement, les effets s'accumulent et deviennent de plus en plus difficiles à distinguer de ce qu'on appelle le déclin cognitif lié à l'âge. Mais ce n'est pas du déclin lié à l'âge, c'est du manque de sommeil. Et c'est traitable.
Alors comment améliorer votre sommeil après 60 ans? Voici les pratiques que je recommande à mes patients avec des résultats remarquables. La première, c'est la cohérence des horaires. Votre cerveau a une horloge biologique interne, le rythme circadien, qui régule votre cycle veille-sommeil. Cette horloge fonctionne mieux quand vous vous couchez et vous vous levez à des heures régulières, même le week-end. Même si vous avez mal dormi la nuit précédente, levez-vous à votre heure habituelle. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui permet à votre horloge biologique de se recaler. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le rituel du coucher. Une heure avant de vous coucher, commencez à préparer votre cerveau au sommeil. Éteignez les écrans, ou au moins mettez-les, parce que la lumière bleue des écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Faites quelque chose de calme et plaisant, lire un livre, prendre un bain chaud, écouter de la musique douce, faire quelques étirements légers. Ce rituel envoie à votre cerveau le signal que la journée se termine et qu'il est temps de se préparer au repos. La troisième pratique, c'est la gestion des pensées nocturnes. Beaucoup de femmes se réveillent la nuit avec des pensées qui tournent en boucle, des inquiétudes, des regrets, des choses à faire. Voici une technique simple mais très efficace que j'appelle le carnet de préoccupation. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour écrire sur un carnet tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous devez faire demain, tout ce qui tourne dans votre tête. En externalisant ces pensées sur le papier, vous libérez votre cerveau de la charge de devoir les retenir et vous pouvez vous endormir plus facilement. La quatrième pratique, c'est la température. Votre corps a besoin de baisser légèrement de température pour s'endormir. Assurez-vous que votre chambre est fraîche, entre 18 et 20 degrés idéalement. Prenez un bain chaud 1 heure avant de vous coucher parce que la montée puis la chute de la température corporelle qui suit facilite l'endormissement. Et si vous souffrez de bouffées de chaleur liées à la ménopause, portez des vêtements de nuit en matière naturelle, coton ou lin qui régulent mieux la température que les synthétiques. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose sur le sommeil qui touche directement à votre désirabilité, parce que je sais que c'est une question qui vous préoccupe. Les femmes qui dorment bien ont une peau significativement plus belle. C'est documenté scientifiquement. Le manque de sommeil augmente la production de cortisol qui dégrade le collagène. Il réduit la production d'hormones de croissance qui stimulent la régénération cutanée. Il augmente l'inflammation qui se manifeste par des cernes, un teint terne, un gonflement. En revanche, une femme qui dort bien a une peau qui se régénère chaque nuit, qui maintient son élasticité, qui garde son éclat. Le sommeil est votre crème de nuit la plus puissante et elle est gratuite. Mais au-delà de la peau, le sommeil affecte votre humeur, votre énergie, votre présence. Une femme reposée est une femme différente. Elle rit plus facilement. Elle est plus curieuse, elle est plus patiente. Elle est plus curieuse, elle est plus patiente. Elle est plus créative, elle est plus attirante, pas parce qu'elle a changé physiquement, mais parce qu'elle rayonne différemment. Et ce rayonnement, les autres le perçoivent immédiatement. Alors voilà la quatrième habitude, le rituel du sommeil réparateur, des horaires réguliers, un rituel du coucher, la gestion des pensées nocturnes, une chambre fraîche et sombre. Ces 4 éléments simples peuvent transformer votre qualité de sommeil en quelques semaines. Maintenant, j'ai quelque chose d'important à vous dire avant de continuer. Nous sommes à mi-parcours et je veux m'assurer que vous comprenez quelque chose de fondamental. Ces habitudes que je vous décris ne sont pas des solutions isolées. Elles fonctionnent en synergie. La présence active améliore votre sommeil, le mouvement joyeux améliore votre alimentation et votre sommeil, une bonne alimentation améliore votre énergie pour bouger et votre qualité de sommeil. Tout est connecté et c'est précisément pourquoi ces 6 habitudes ensemble ont un effet si puissant. L'effet est supérieur à la somme des parties. Et voici quelque chose que je veux que vous gardiez en tête tout au long de cette conversation. Vous n'êtes pas en train d'essayer de retrouver ce que vous étiez à 30 ans. Vous êtes en train de devenir ce que vous pouvez être à 60 ans. Et ce que vous pouvez être à 60 ans, avec toute votre expérience, votre profondeur, votre connaissance de vous-même, votre liberté, est quelque chose qu'une femme de 30 ans ne peut tout simplement pas être.
Vous avez des atouts qu'elle n'a pas, des atouts immenses. Et notre travail ensemble, c'est de les révéler, de les amplifier, de les mettre en lumière. Savez-vous que des études sur l'attractivité ont montré de façon répétée que les hommes matures, ceux qui ont eux-mêmes une certaine expérience de la vie, ne cherchent pas nécessairement la jeunesse quand ils cherchent une partenaire, ils cherchent quelque chose de beaucoup plus rare, la présence, la profondeur, la confiance en soi, la vitalité. Et ces qualités-là, elles s'acquièrent avec le temps, elles se cultivent, elles se développent, ils se cultivent, elles se développent. Et elles sont absolument irrésistibles pour un homme qui sait ce qu'il veut. Je vais vous raconter une anecdote personnelle maintenant, parce que je crois que les histoires vraies ont plus de pouvoir que les théories. Il y a quelques années, j'ai participé à une conférence sur la psychologie du vieillissement. Lors du dîner qui suivait, j'étais assis à côté d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Elle avait environ 65 ans, les cheveux blancs, pas de maquillage particulier, une tenue simple, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être qui attirait l'attention de toute la table. Elle était présente, vraiment présente. Elle écoutait avec une intensité rare. Quand elle parlait, c'était précis, drôle, profond. Elle riait avec tout son corps et je me souviens avoir pensé, voilà une femme qui est pleinement vivante. Voilà une femme qui est pleinement vivante et je n'étais pas le seul à le penser. Tous les hommes à cette table lui accordaient une attention particulière. Pas parce qu'elle était jeune, pas parce qu'elle était conventionnellement belle, parce qu'elle était vivante. C'est ça que nous construisons ensemble aujourd'hui, cette vitalité, cette présence, cette façon d'être pleinement vivante qui est le vrai secret de la désirabilité à tout âge. Passons maintenant à la 5e habitude, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Je veux vous parler des connexions sociales. Et je veux vous parler d'un fait qui, quand je le présente à mes patients, les laisse souvent sans voix. La solitude est aussi nocive pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas une métaphore, c'est le résultat d'une méta-analyse publiée dans la revue PLOS Medicine qui a analysé les données de plus de 3 millions de personnes. La solitude augmente le risque de mortalité prématurée de 26%. Elle accélère le déclin cognitif, elle augmente l'inflammation chronique, elle perturbe le sommeil, elle affaiblit le système immunitaire. Et voici ce qui est particulièrement préoccupant pour les femmes de votre génération. Après 60 ans, les réseaux sociaux ont tendance à se réduire. Les enfants sont partis, les collègues de travail ne sont plus là. Si vous êtes à la retraite, les amis se dispersent. Certains tombent malades de... Et si en plus vous avez traversé une séparation, un divorce, Et cet isolement, s'il s'installe, a des conséquences biologiques directes sur votre vieillissement. Mais la 5e habitude n'est pas simplement d'avoir des amis. C'est de cultiver activement des connexions de qualité. Et la distinction est importante. Des recherches menées à Harvard dans le cadre de la plus longue étude sur le bonheur jamais réalisé, plus de 80 ans de suivi sur des centaines de personnes ont montré que ce qui prédit le mieux la santé, le bonheur et la longévité à 70, 90 ans, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas même le régime alimentaire ou l'exercice. C'est la qualité des relations, la qualité de vos connexions avec les autres. Alors comment cultiver des connexions de qualité après 60 ans? Voici ce que je recommande. La première chose, c'est d'identifier les relations qui vous nourrissent vraiment. Pas les relations par obligation, pas les relations qui vous épuisent, pas les relations qui vous épuisent, pas les relations où vous donnez sans recevoir. Les relations où il y a un vrai échange, une vraie réciprocité, une vraie joie d'être ensemble et d'investir activement dans ces relations. Appeler, proposer, créer des occasions de se voir. La deuxième chose, c'est de vous ouvrir à de nouvelles connexions. Et je sais que ça peut sembler difficile après 60 ans, que les nouvelles amitiés semblent plus compliquées à nouer
qu'à 20 ans, mais c'est une idée fausse. Les nouvelles connexions se créent quand on se met dans des contextes où on partage quelque chose avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Un club de lecture, une association, des cours de cuisine, un groupe de marche, une activité bénévole. Tous ces contextes sont des opportunités de rencontrer des personnes avec qui vous avez déjà quelque chose en commun, ce qui est le fondement de toute relation. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de développer ce que j'appelle la qualité de présence relationnelle. C'est la capacité à être vraiment là pour l'autre quand vous êtes avec lui, à écouter vraiment en préparant votre réponse pendant que l'autre parle, à être curieuse de l'autre, de son monde, de son expérience, à vous montrer vulnérable de façon appropriée, à partager quelque chose de vous qui soit authentique. Cette qualité de présence relationnelle est le secret des relations profondes et durables, et elle est aussi extraordinairement attractive. Les gens qui savent vraiment écouter sont rares et précieux, et on a envie de les avoir dans sa vie. Je veux aussi vous parler de quelque chose de délicat, mais d'important. Je veux vous parler de la relation avec vous-même. Parce que la qualité de toutes vos relations extérieures dépend en grande partie de la qualité de votre relation intérieure. Si vous êtes en guerre avec vous-même, si vous vous critiquez constamment, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne vous aimez pas vraiment, ça se voit, ça se sent. Et ça crée une barrière invisible entre vous et les autres. La relation avec soi-même, c'est un travail quotidien, un patient tout. Et il commence par quelque chose de très simple, la bienveillance envers soi-même, pas la complaisance, pas l'arrogance, mais la bienveillance, la même bienveillance que vous auriez pour une amie chère. Si votre meilleure amie vous appelait en vous disant qu'elle a fait une erreur, qu'elle se sent nulle, qu'elle vieillit mal, vous ne lui diriez pas « oui, tu as raison, tu es nulle et tu vieillis mal », vous lui diriez quelque chose de doux et d'encourageant. Alors pourquoi vous dites-vous à vous-même des choses que vous ne diriez jamais à votre meilleure amie ? Cette bienveillance envers soi-même que la psychologue Kristin Neff appelle la self-compassion a des effets biologiques mesurables. Elle réduit le cortisol, elle améliore le système immunitaire, elle augmente la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être. Elle réduit l'anxiété et la dépression. Et elle améliore la qualité de toutes vos relations. Et elle améliore la qualité de toutes vos relations. Alors, la 5e habitude, c'est cultiver activement des connexions de qualité avec les autres et avec vous-même, adintever les relations nourrissantes et les investir, s'ouvrir à de nouvelles connexions, développer la qualité de présence relationnelle et pratiquer la bienveillance envers soi-même chaque jour avec constance et douceur. Et maintenant, j'arrive à la 6e et dernière habitude. Et celle-ci, je la garde pour la fin parce qu'elle est, à mes yeux, la plus transformatrice de toutes. Elle touche à quelque chose de profond, de fondamental, qui détermine en grande partie tout le reste. Je veux vous parler du sens de votre vie, de ce qui vous fait vous lever le matin avec envie, de ce qui vous donne l'impression que votre présence sur cette terre compte. Voici un fait qui devrait vous interpeller profondément. Les recherches sur la longévité, notamment les études menées sur les zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé, Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Loma Linda en Californie, montrent systématiquement que l'un des facteurs les plus importants de la longévité en bonne santé, c'est ce que les Japonais d'Okinawa appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est littéralement la raison de se lever le matin. C'est le sentiment que votre vie a un sens, que vous contribuez à quelque chose, que vous êtes utile, que vous créez quelque chose de valeur. Les gens qui ont un fort sentiment d'ikigai vivent en moyenne 7 ans de plus que ceux qui n'en ont pas. Ils ont un risque significativement plus faible de maladies cardiovasculaires, de démence, de dépression. Ils ont des télomères plus longs, ils ont une meilleure fonction immunitaire. Le sens de la vie est littéralement une médecine biologique. Et voici ce que j'observe souvent chez les femmes de 60 ans qui arrivent dans mon cabinet avec un sentiment de vide ou de perte de direction.
Elles ont passé des décennies à donner du sens à leur vie à travers les autres, leurs enfants, leur mari, leur travail. Et quand ces sources externes de sens s'amenuisent ou disparaissent, elles se retrouvent face à une question existentielle qu'elles n'ont peut-être jamais eu le temps de se poser vraiment. Et moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je veux créer, explorer, vivre? Vivre. Cette question n'est pas une crise, c'est une invitation à construire peut-être pour la première fois de votre vie une existence qui soit vraiment la vôtre, pas celle que les autres attendaient de vous. Pas celle que vous avez construite par obligation ou par convention, la vôtre avec vos passions, vos valeurs, vos rêves. Et je vais vous dire quelque chose que je crois profondément et que l'expérience clinique confirme. Les femmes qui trouvent ou retrouvent leur ikigai après 60 ans connaissent souvent la période la plus épanouie de leur vie parce qu'elles ont enfin la liberté, l'expérience, la sagesse et le courage de vivre vraiment selon ce qui compte pour elles. C'est une alchimie rare et précieuse. Alors comment trouver ou retrouver votre ikigai? Voici un exercice que je donne à mes patients et qui est souvent révélateur. Prenez une feuille de papier et répondez à ces 4 questions. Premièrement, qu'est-ce que j'aime faire? Pas ce que je devrais aimer, pas ce qui est valorisé socialement, mais ce qui me procure vraiment du plaisir, de la joie, de l'absorption. Deuxièmement, en quoi est-ce que je suis bonne? Quelles sont mes compétences, mes talents, mes qualités naturelles? Troisièmement, de quoi le monde a-t-il besoin dans mon entourage immédiat, dans ma communauté, dans mon domaine d'intérêt, Et quatrièmement, pourquoi est-ce que je pourrais être rémunéré ou reconnu si je le souhaitais? L'ikigai se trouve à l'intersection de ces 4 cercles. Et il peut prendre 1000 formes différentes. Pour certaines femmes, c'est un projet artistique qui dormait depuis des années. Pour d'autres, c'est un engagement associatif ou bénévole. Pour d'autres encore, c'est une nouvelle carrière, une reconversion, un projet entrepreneurial. Pour certaines, c'est simplement de cultiver leur jardin avec passion, de cuisiner pour les gens qu'elles aiment, d'être la grand-mère présente et inspirante que leurs petits-enfants n'oublieront jamais. Il n'y a pas de hiérarchie entre les formes d'ikigai. Ce qui compte, c'est que ça soit authentiquement le vôtre, que ça vous fasse vous lever le matin avec une étincelle dans les yeux, que ça vous donne ce sentiment précieux que votre présence dans le monde fait une différence, même petite, même locale. Et voici quelque chose de magnifique que j'ai observé maintes et maintes fois dans ma pratique. Quand une femme trouve son ikigai, quand elle commence à vivre avec ce sentiment de sens et de direction, quelque chose change dans toute sa façon d'être. Elle devient plus lumineuse, plus attirante, plus magnétique. Pas parce qu'elle a changé physiquement, mais parce qu'elle rayonne quelque chose que les autres perçoivent comme extraordinairement séduisant. La certitude d'exister et la joie de vivre le sentiment d'être à sa place dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose sur la relation entre l'ikigai et votre vie amoureuse, parce que je sais que c'est une question qui vous préoccupe peut-être. Une femme qui a trouvé son ikigai, qui a une vie qui lui appartient, qui a des passions, des projets, des engagements, est une femme infiniment plus attirante qu'une femme dont la vie tourne entièrement autour d'un homme. Paradoxalement, plus vous avez une vie riche et pleine en dehors de la relation, plus vous êtes désirable dans la relation, plus vous êtes désirable dans la relation. Parce que vous n'avez pas besoin d'être aimé pour exister, vous existez déjà pleinement, magnifiquement, et cette indépendance intérieure est la chose la plus séduisante qui soit. Voilà les 6 habitudes. La présence active, le mouvement joyeux, l'alimentation consciente et bienveillante, le rituel du sommeil réparateur, les connexions de qualité et le sens l'ikigai. Et le sens l'ikigai, 6 habitudes qui, ensemble, ont le pouvoir de transformer votre biologie, votre psychologie, votre façon d'être dans le monde. 6 habitudes qui inversent le vieillissement, non pas en vous ramenant en arrière, mais en vous propulsant vers ce que vous pouvez être de plus magnifique, de plus vivant, de plus pleinement vous-même. Mais je ne veux pas m'arrêter là.
parce qu'il y a des choses importantes que je n'ai pas encore dites, des nuances, des approfondissements, des connexions entre ces habitudes que je veux explorer avec vous. Et je veux aussi parler de quelque chose que j'ai évoqué en introduction et sur lequel je veux revenir plus en détail, sur lequel je veux revenir plus en détail. La question de votre désirabilité, de votre attractivité, de votre pouvoir de séduction après 60 ans. Parce que c'est une question légitime et importante et elle mérite une réponse honnête, nuancée et basée sur la science. Commençons par une vérité que peu de gens osent dire clairement. La beauté conventionnelle telle que notre culture la définit, jeune, mine mince, lisse, est une construction sociale. Et comme toutes les constructions sociales, elle évolue avec le temps et varie selon les cultures. Dans de nombreuses cultures et à de nombreuses époques historiques, les femmes matures, les femmes qui avaient de l'expérience, de la sagesse, de la présence, étaient considérées comme les plus désirables. Et aujourd'hui, dans notre culture occidentale contemporaine, il y a un mouvement de fond, une évolution des mentalités qui commence à reconnaître et à valoriser une forme de beauté plus large, plus diverse, plus authentique. Mais au-delà des tendances culturelles, il y a quelque chose de plus fondamental, la biologie de l'attraction. Et ce que la biologie nous dit est fascinant. Nous sommes attirés par des signaux de santé, de vitalité, d'énergie. Ces signaux ne sont pas nécessairement liés à l'âge. Une femme de 60 ans en excellente santé, pleine d'énergie, avec une posture ouverte, un regard vif, un sourire authentique, envoie des signaux biologiques d'attractivité très puissants. En revanche, une femme de 30 ans, épuisée, stressée, sans énergie, envoie des signaux biologiques beaucoup moins attractifs. Ce que vous construisez avec ces 6 habitudes, c'est précisément ça. Vous construisez les signaux biologiques et psychologiques de la vitalité, de la santé, de la présence, et ces signaux sont universellement attractifs, quel que soit votre âge. Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'appelle la confiance incarnée. Pas la confiance en soi telle qu'on la vend souvent, cette assurance un peu agressive, cette façon de se mettre en avant qui ressemble parfois plus à de la compensation qu'à de la vraie confiance. Non, je parle de la confiance incarnée qui est quelque chose de plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est la confiance qui vient de l'intérieur, qui se manifeste dans la façon dont vous tenez votre corps, dans la façon dont vous regardez les gens dans les yeux, dans la façon dont vous occupez l'espace, dans la façon dont vous parlez de vous-même et de votre vie. Cette confiance incarnée se développe naturellement quand vous prenez soin de vous de façon cohérente et bienveillante. Quand vous dormez bien, vous vous sentez mieux dans votre corps. Quand vous bougez régulièrement, vous habitez votre corps différemment. Quand vous mangez bien, vous vous sentez plus légère, plus énergique. Quand vous avez des connexions de qualité, vous vous sentez aimé et valorisé. Quand vous avez un ikigai, vous vous sentez utile et significative. Tout ça ensemble crée un état intérieur qui se manifeste extérieurement comme une confiance naturelle, une présence magnétique, une attractivité profonde. Et maintenant, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit au début et que je veux approfondir. J'ai parlé de la peur que vous pourriez ressentir à l'idée que votre ex-mari ou un homme important dans votre passé ait refait sa vie et soit heureux avec quelqu'un d'autre. Et je veux vous dire quelque chose d'important sur cette peur. Cette peur est réelle, elle est humaine, elle est compréhensible, mais elle contient une erreur de perspective que je veux corriger. Cette peur suppose que votre valeur, votre désirabilité, votre capacité à être aimé dépendent de ce que cet homme pense de vous ou de ce qu'il a choisi. C'est faux, profondément faux. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas du regard d'un homme. Elle ne dépend pas de si vous avez été choisi ou quitté. Elle ne dépend pas de votre âge ou de votre apparence.
Et voici quelque chose que j'observe régulièrement dans ma pratique et qui est à la fois triste et libérateur. Les femmes qui se remettent le mieux d'une rupture, qui reconstruisent le mieux leur vie d'une rupture, qui reconstruisent le mieux leur vie, qui retrouvent le plus vite leur vitalité et leur attractivité, ne sont pas celles qui ont le plus essayé de récupérer leur ex ou de prouver quelque chose. Ce sont celles qui ont choisi de se concentrer sur elles-mêmes, sur leur propre épanouissement, sur leur propre bonheur, sur leur propre vie. Et paradoxalement, c'est précisément cette attitude qui les rend le plus attractives, pas seulement pour de nouveaux partenaires potentiels, mais pour tout leur entourage. Alors si vous avez un ex qui a refait sa vie, voici ce que je vous propose de faire avec cette information. Utilisez-la comme carburant. Pas comme carburant de la jalousie ou de la rancœur, mais comme carburant de votre propre transformation. Laissez cette réalité vous dire, lui a choisi de construire quelque chose de nouveau. Et moi, qu'est-ce que je choisis de construire? Parce que vous avez cette liberté. Vous avez cette possibilité. Et les outils que je vous ai donnés aujourd'hui sont exactement ce dont vous avez besoin pour le faire. Parlons maintenant de quelque chose de plus concret. Je veux vous parler de comment mettre en place ces 6 habitudes dans votre vie quotidienne de façon réaliste et durable. Parce que je sais que la différence entre une belle conférence et un vrai changement de vie, c'est l'implémentation. Et l'implémentation, c'est souvent là où les bonnes intentions s'évaporent. La première chose à comprendre sur le changement d'habitude, c'est que votre cerveau résiste naturellement au changement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Votre cerveau a été conçu pour économiser l'énergie et les habitudes sont des raccourcis énergétiques. Quand vous essayez de changer une habitude, vous demandez à votre cerveau de sortir de sa zone de confort, d'investir de l'énergie dans quelque chose de nouveau et d'incertain, et il résiste naturellement, automatiquement. La clé pour contourner cette résistance, c'est ce que le chercheur B.G. Fogg appelle le design comportemental. Plutôt que de compter sur votre volonté, qui est une ressource limitée et qui s'épuise, vous concevez votre environnement de façon à ce que les bonnes habitudes soient faciles et les mauvaises habitudes soient difficiles. Voici quelques exemples concrets. Si vous voulez pratiquer la présence active le matin, placez un rappel sur votre téléphone ou un post-it sur votre miroir de salle de bain avec la question « Comment je me sens là maintenant ?» Si vous voulez intégrer le mouvement joyeux, mettez votre tenue de sport visible le soir pour le lendemain matin ou choisissez une playlist de musique que vous adorez et que vous n'écoutez que quand vous bougez. Si vous voulez améliorer votre alimentation, préparez vos légumes le week-end et rangez-les à hauteur des yeux dans votre réfrigérateur. Si vous voulez améliorer votre sommeil, chargez votre téléphone dans une autre pièce que votre chambre. Ces petits ajustements environnementaux semblent anodins, mais ils ont un impact considérable sur la probabilité que vous adoptiez et mainteniez les nouvelles habitudes. Parce qu'ils réduisent la friction, le coût cognitif et énergétique de faire le bon choix. La deuxième chose cruciale pour l'implémentation, c'est de commencer petit, vraiment petit, ridiculement petit. Beaucoup de femmes font l'erreur de vouloir tout changer en même temps, de se lancer dans un programme complet de transformation et de se retrouver submergées et découragées après 2 semaines. La recherche sur les habitudes montre clairement que la régularité est infiniment plus importante que l'intensité. 5 minutes de présence active tous les jours pendant 6 mois a des effets biologiques et psychologiques bien plus profonds qu'une retraite de méditation d'une semaine suivie de rien. Alors commencez par une seule habitude. Choisissez celle qui vous semble la plus accessible, la plus désirable, celle qui vous attire le plus. Pratiquez-la pendant 2 semaines, juste 2 semaines. Et puis ajoutez une deuxième habitude, et ainsi de suite. Dans 6 mois, vous aurez intégré les 6 habitudes de façon naturelle et durable. La troisième chose importante pour l'implémentation, c'est la compassion envers soi-même quand on rate. Et on rate, tout le monde rate. Il n'y a pas une seule personne qui ait réussi à changer des habitudes sans jamais avoir de jour où elle n'a pas suivi son plan. La différence entre les gens qui réussissent à changer et ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas qu'ils ne ratent jamais.
c'est qu'ils se traitent avec bienveillance quand ils ratent et ils reprennent le lendemain sans drama, sans culpabilité excessive, sans tout remettre en question. Alors si vous avez un jour où vous n'avez pas bougé, où vous avez mal mangé, où vous avez mal dormi, où vous avez été distraite et peu présente, ne vous flagellez pas. Dites-vous simplement, demain est un nouveau jour. Et reprenez. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Je veux maintenant approfondir quelque chose sur lequel je veux insister particulièrement parce que je pense que c'est l'une des clés les moins comprises du vieillissement bien vécu. Je veux vous parler de l'inflammation chronique. Parce que si vous comprenez ce qu'est l'inflammation chronique et comment la combattre, vous aurez une compréhension profonde de pourquoi ces 6 habitudes fonctionnent. L'inflammation est un processus naturel et nécessaire. Quand vous vous coupez le doigt, votre corps déclenche une réponse inflammatoire pour réparer les tissus endommagés. C'est bon, c'est utile, c'est de la biologie bien faite. Le problème, c'est quand l'inflammation devient chronique, quand elle s'installe à bas bruit dans l'organisme de façon permanente. Et c'est précisément ce qui se passe avec le vieillissement non maîtrisé. Les chercheurs ont un mot pour ça, l'inflammaging. La fusion des mots anglais inflammation et aging vieillissement. L'inflammaging est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux mécanismes du vieillissement accéléré. Il est associé aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2, aux maladies neurodégénératives, au cancer, aux maladies auto-immunes, à la dépression, à l'anxiété, à la douleur chronique, autrement dit, à peu près toutes les conditions qui diminuent la qualité de vie après 60 ans. Et voici ce qui est extraordinairement important. L'inflammation chronique est largement modulable par le style de vie. Le stress chronique augmente l'inflammation. Le manque de sommeil augmente l'inflammation. La sédentarité augmente l'inflammation. Une alimentation riche en sucre raffiné et en graisse industrielle augmente l'inflammation, l'isolement social augmente l'inflammation. Et à l'inverse, la présence active réduit l'inflammation. Le mouvement joyeux réduit l'inflammation. Une alimentation riche en antioxydants et en oméga 3 réduit l'inflammation. Un bon sommeil réduit l'inflammation. Des connexions sociales de qualité réduisent l'inflammation. Avoir un sens à sa vie réduit l'inflammation. Vous voyez la cohérence, ces 6 habitudes ne sont pas 6 choses arbitraires que j'ai choisies au hasard. Elles sont les 6 leviers les plus puissants pour combattre l'inflammaging, le mécanisme central du vieillissement accéléré. En les adoptant toutes les 6, vous attaquez le problème du vieillissement à sa racine biologique. Et les effets sont rapides. Des études ont montré des réductions mesurables des marqueurs inflammatoires dans le sang en quelques semaines de changement de style de vie. Votre corps répond vite, il est résilié. Il veut aller vers la santé, il a juste besoin que vous lui donniez les bons outils. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'appelle le cercle vertueux de la vitalité. Parce que voici ce qui est beau avec ces habitudes, elles se renforcent mutuellement de façon exponentielle. Quand vous commencez à dormir mieux, vous avez plus d'énergie pour bouger. Quand vous bougez plus, vous dormez mieux. Quand vous dormez mieux et bougez plus, votre humeur s'améliore. Quand votre humeur s'améliore, vous êtes plus présente, plus ouverte, plus connectée aux autres, plus connectée aux autres. Quand vous êtes plus connecté aux autres, vous vous sentez moins seul et moins stressé. Quand vous êtes moins stressé, vous dormez encore mieux et ainsi de suite, ce cercle vertueux, une fois lancé, s'auto-alimente et il devient de plus en plus facile à maintenir avec le temps. C'est pourquoi les premières semaines sont les plus difficiles. Vous devez lancer le cercle vertueux par un effort de volonté, mais une fois qu'il tourne, une fois que vous commencez à ressentir les effets, une fois que vous voyez votre énergie augmenter, votre sommeil s'améliorer, votre humeur se stabiliser, votre peau s'illuminer, votre regard s'éclaircir, la motivation vient d'elle-même. Vous n'avez plus besoin de vous forcer, vous voulez continuer parce que vous vous sentez mieux, et mieux vous vous sentez, plus vous voulez continuer.
je veux aussi vous parler de quelque chose d'important sur la relation entre ces habitudes et votre vie hormonale. Parce que vous avez peut-être traversé ou traversé la ménopause, et je sais que c'est une période qui peut être déstabilisante physiquement et psychologiquement. Et je veux vous donner une perspective sur la ménopause qui soit différente de celle qu'on vous présente souvent. La ménopause est souvent présentée comme une perte, une fin, un déclin, la fin de la fertilité, la fin de la jeunesse, le début du vieillissement. Et cette narrative est non seulement fausse, elle est nocive, parce qu'elle crée un état d'esprit qui lui-même accélère le vieillissement. Quand vous croyez que vous êtes en déclin, votre corps suit cette croyance. La réalité biologique de la ménopause est plus nuancée et beaucoup plus intéressante. Oui, il y a des changements hormonaux qui ont des effets réels sur le corps. Les bouffées de chaleur, les perturbations du sommeil, les changements d'humeur, la sécheresse vaginale, la perte de masse osseuse, tout ça est réel et mérite d'être pris en charge sérieusement. Tout ça est réel et mérite d'être pris en charge sérieusement, y compris avec un traitement hormonal si nécessaire, en consultation avec votre médecin. Mais ces changements hormonaux ne sont pas une condamnation, ils sont une transition. Et voici quelque chose que les anthropologues ont observé dans les cultures où les femmes ménopausées sont respectées et valorisées plutôt que marginalisées. Ces femmes ont des symptômes ménopausiques significativement moins sévères. La façon dont vous vivez la ménopause est influencée par la façon dont vous la percevez et dont votre culture la perçoit. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychoneuroimmunologie. Dans les cultures traditionnelles japonaises, par exemple, il n'existe pas vraiment d'équivalent au concept occidental de ménopause difficile. Les femmes apportent beaucoup moins de bouffées de chaleur, moins de troubles de l'humeur, moins de difficultés pendant cette transition. Est-ce uniquement leur alimentation riche en phytoestrogènes? Peut-être en partie, mais les chercheurs pensent que c'est aussi largement lié à la façon dont la femme mature est perçue et se perçoit dans la culture japonaise comme quelqu'un qui gagne en sagesse, en autorité, en respect, pas comme quelqu'un qui perd quelque chose. Alors voici ce que je vous propose, choisissez votre narrative. Vous pouvez choisir de voir cette période de votre vie comme une perte, ou vous pouvez choisir de la voir comme ce qu'elle est vraiment, une libération des contraintes biologiques de la fertilité, une libération des rôles que vous avez joués pendant des décennies, une libération vers une version de vous-même plus libre, plus authentique, plus puissante. Et les 6 habitudes dont je vous ai parlé aujourd'hui sont précisément les outils qui vous permettent de naviguer cette transition de façon à en tirer le meilleur. La présence active vous aide à traverser les moments difficiles sans vous y perdre. Le mouvement joyeux soutient votre santé osseuse, cardiovasculaire et mentale. L'alimentation consciente vous aide à gérer les changements métaboliques. Le sommeil réparateur vous aide à traverser les perturbations nocturnes. Les connexions de qualité vous soutiennent émotionnellement. Et l'ikigai vous donne la direction et le sens qui transforme cette transition en tremplin. Je veux maintenant vous parler d'une chose que j'ai observée chez les femmes qui réussissent le mieux cette transition et qui vivent le plus pleinement leur vie après 60 ans. Il y a quelque chose qu'elles ont toutes en commun, quelque chose que j'appelle l'autorisation intérieure. L'autorisation de prendre de la place. L'autorisation d'exprimer leurs besoins, l'autorisation de dire non à ce qui ne leur convient pas, l'autorisation d'être imparfaite, l'autorisation de prendre du plaisir, l'autorisation d'être désirable, l'autorisation d'être aimé. Beaucoup de femmes de votre génération ont grandi avec un conditionnement implicite qui les a amenées à croire que leurs besoins passaient après ceux des autres, que s'occuper d'elles-mêmes était égoïste, que prendre de la place était impoli, que le désir féminin était quelque chose à cacher ou à réprimer. Et ce conditionnement a des effets profonds sur la façon dont elles vivent leur corps, leurs relations, leur vie. Travailler sur l'autorisation intérieure, c'est un travail psychologique profond
Et je ne prétends pas que vous allez le faire en regardant une vidéo, aussi longue soit-elle, mais je peux vous donner un premier pas concret. Le premier pas, c'est de commencer à remarquer quand vous vous censurez, quand vous retensez une parole parce que vous pensez que ça va déranger, quand vous choisissez quelque chose que vous n'aimez pas vraiment pour ne pas contrarier, quand vous minimisez vos accomplissements pour ne pas paraître prétentieuse, quand vous vous excusez d'exister. Commencez à remarquer ces moments, pas pour vous critiquer, mais pour les voir. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Et progressivement, avec bienveillance et patience, commencez à vous donner la permission. Et patience, commencez à vous donner la permission. La permission d'exprimer ce que vous pensez vraiment, la permission de choisir ce qui vous fait vraiment plaisir, la permission d'occuper votre espace pleinement, la permission d'être exactement qui vous êtes, sans excuses et sans juscuser, sans... Je veux aussi vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en tant que psychiatre et qui est souvent sous-estimé dans les conversations sur le vieillissement bien vécu. Je veux vous parler de la créativité. Pas la créativité au sens artistique du terme nécessairement, mais la créativité au sens large. La capacité à créer, à inventer, à imaginer, à produire quelque chose de nouveau. La créativité est l'une des fonctions cognitives les plus sophistiquées du cerveau humain. Elle implique la collaboration de nombreuses régions cérébrales différentes. Et elle a des effets extraordinaires sur la santé du cerveau vieillissant. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement des activités créatives ont un risque significativement plus faible de déclin cognitif et de démence. Elles maintiennent une meilleure plasticité cérébrale, elles ont une meilleure humeur. Elles ont un plus grand sentiment de maîtrise et de compétence. Et voici quelque chose de beau. La créativité tend à s'épanouir avec l'âge pour les personnes qui la cultivent. Les artistes, les écrivains, les musiciens, les artisans qui continuent à pratiquer leur art après 60 ans produisent souvent leurs œuvres les plus matures, les plus profondes, les plus significatives. Parce que la créativité nourrie par l'expérience, la sagesse, l'acceptation de l'imperfection est une créativité différente de celle de la jeunesse, plus riche, plus libre, plus authentique. Alors, si vous n'avez pas de pratique créative, je vous encourage vivement à en explorer une. Pas pour devenir artiste professionnel, pas pour produire quelque chose de parfait, mais pour le plaisir pur de créer. Peindre, écrire, cuisiner, jardiner, tricoter, chanter, jouer d'un instrument, faire de la poterie, de la photographie. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est l'acte de créer, de mettre quelque chose de vous dans le monde. Et voici quelque chose que j'ai observé chez de nombreuses femmes qui ont commencé une pratique créative après 60 ans. Elle devient souvent une source d'identité puissante, une façon de se définir en dehors des rôles traditionnels de mère, d'épouse, de professionnelle. Une façon de dire « je suis aussi quelqu'un qui crée ». Quelqu'un qui a une vision, une sensibilité, un regard sur le monde qui lui est propre. Et cette identité créative est extrêmement nourrissante pour l'estime de soi et la confiance en soi. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'aurais dû peut-être mentionner plus tôt, mais que je garde pour ce moment parce que je pense qu'il a plus d'impact maintenant que vous avez tout le contexte. Je veux vous parler de la puissance du corps féminin. Pas au sens romantique ou mystique du terme, mais au sens biologique et psychologique. Le corps féminin est extraordinairement bien conçu pour la résilience et la longévité. Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes dans pratiquement tous les pays du monde. Elles ont un système immunitaire plus robuste, elles ont une capacité de récupération émotionnelle souvent supérieure, elles ont une intelligence sociale et émotionnelle généralement plus développée. Elles ont une capacité à maintenir des réseaux de soutien social qui est l'un des facteurs les plus importants de la longévité en bonne santé. Et pourtant, malgré tous ces atouts biologiques, beaucoup de femmes arrivent à 60 ans en se sentant inférieures, diminuées, moins valables. C'est une tragédie.
une tragédie culturelle, une tragédie que nous construisons collectivement en valorisant la jeunesse féminine au détriment de la maturité féminine, en traitant les femmes comme si leur valeur était inversement proportionnelle à leur âge. Je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous n'êtes pas moins précieuse parce que vous avez 60 ans. Vous êtes plus précieuse. Vous avez accumulé des décennies d'expérience, de sagesse, de connaissances de vous-même et des autres. Vous avez traversé des épreuves qui vous ont forgé. Vous avez développé des compétences émotionnelles et relationnelles que seule l'expérience peut donner. Vous êtes dans tous les sens qui comptent vraiment, plus riche qu'à 30 ans, et il est temps que vous le sachiez et que vous le viviez. Et je veux vous dire quelque chose sur les hommes qui méritent votre attention. Un homme mature, équilibré, qui sait ce qu'il veut, ne cherche pas une femme de 30 ans. Il cherche une femme qui lui corresponde, qui ait de la profondeur, qui ait vécu, qui ait quelque chose à apporter. Et cette femme, c'est vous, avec toute votre complexité, votre richesse, votre expérience. Mais seulement si vous êtes pleinement vous-même, seulement si vous habitez votre vie avec vitalité et intention. Voilà pourquoi ces 6 habitudes sont si importantes. Pas pour vous transformer en quelqu'un d'autre, pas pour effacer les années, mais pour vous permettre d'être pleinement, magnifiquement, irrésistiblement vous-même. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain matin. Je veux vous parler du premier pas, parce que je sais que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui peut sembler beaucoup. 6 habitudes, des changements biologiques, de la psychologie, de la philosophie de vie. Et parfois, quand on a beaucoup d'informations, on ne sait pas par où commencer. Et ne pas savoir par où commencer peut devenir une raison de ne pas commencer du tout. Alors voici ce que je vous propose ce soir. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes, juste 5 minutes. Asseyez-vous quelque part de confortable, éteignez les écrans et posez-vous une question simple. Quelle est la chose la plus petite que je pourrais faire demain matin pour prendre soin de moi? Pas la plus grande chose, pas la plus impressionnante, la plus petite. Quelque chose de si simple que vous ne pouvez pas vous dire que vous n'avez pas le temps ou l'énergie. Peut-être que c'est boire un verre d'eau avant votre café du matin. Peut-être que c'est prendre 30 secondes pour regarder par la fenêtre et remarquer ce que vous voyez. Peut-être que c'est mettre et remarquer ce que vous voyez. Peut-être que c'est mettre une chanson que vous aimez pendant que vous préparez. Peut-être que c'est sourire à votre reflet dans le miroir, vraiment sourire, pas grimacer. Quelle que soit cette petite chose, faites-la demain matin, et le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Et regardez ce qui se passe, parce que les grandes transformations commencent toujours par les petits gestes, toujours, sans exception. Je veux aussi vous donner quelque chose de concret pour les semaines qui viennent. Un cadre simple pour intégrer progressivement ces 6 habitudes. La première semaine, concentrez-vous uniquement sur la présence active. 3 fois par jour, prenez 30 secondes pour vous ancrer dans le présent avec vos 5 sens. C'est tout, rien d'autre. La deuxième semaine, ajoutez le mouvement joyeux. 10 minutes par jour de mouvement que vous choisissez et qui vous plaît. La troisième semaine, ajoutez un élément d'alimentation consciente. Choisissez un repas par jour, idéalement le déjeuner, où vous mangez sans distraction, lentement, en savourant vraiment. La quatrième semaine, ajoutez un élément de rituel du sommeil. Choisissez une chose que vous allez faire chaque soir avant de vous coucher pour préparer votre cerveau au repos. La cinquième semaine, ajoutez une connexion de qualité. Appelez quelqu'un que vous aimez et avec qui vous n'avez pas parlé depuis trop longtemps. Proposez de vous voir la 6e semaine, réfléchissez à votre ikigai. Prenez 1 heure pour répondre aux 4 questions que je vous ai données et commencez à identifier une petite action concrète qui vous rapproche de votre ikigai. 6 semaines, 6 habitudes. Une à la fois. À la fin de ces 6 semaines, vous aurez posé les fondations d'une transformation profonde et durable. Et vous commencerez à ressentir les effets, pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais de façon réelle et progressive. Vous dormirez mieux, vous aurez plus d'énergie,
Votre humeur sera plus stable, votre peau sera plus lumineuse, votre regard sera plus vif, votre façon d'être dans le monde sera différente. Et dans 6 mois, si vous avez maintenu ces habitudes, vous serez une femme transformée, pas différente dans votre essence, mais plus pleinement vous-même, plus vivante, plus présente, plus désirable, pas pour les autres, d'abord pour vous-même, et quand vous vous désirez vous-même, quand vous vous trouvez intéressante, précieuse, attirante, les autres le ressentent. C'est inévitable, c'est de la physique sociale. Je veux terminer cette conversation par quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je veux vous parler de l'héritage, pas au sens financier ou matériel du terme, mais au sens de ce que vous transmettez par votre façon d'être. Parce que vous avez autour de vous des gens qui vous regardent, des enfants, peut-être des petits-enfants, des amis, des collègues, des inconnus que vous croisez dans la rue. Et la façon dont vous vieillissez, la façon dont vous habitez votre corps et votre vie après 60 ans est un message que vous envoyez à tous ces gens. Si vous vieillissez dans la résignation, dans le repli, dans la plainte, vous envoyez un message. Si vous vieillissez avec vitalité, avec curiosité, avec joie, avec présence, vous envoyez un message différent. Et ce deuxième message est extraordinairement précieux, parce qu'il dit à vos enfants que vieillir n'est pas une condamnation. Il dit à vos petits-enfants que les personnes âgées ont de la sagesse et de la valeur. Il dit aux femmes plus jeunes que l'âge peut être une source de puissance plutôt qu'une source de honte. Il dit à tous ceux qui vous entourent que la vie vaut la peine d'être vécue pleinement, jusqu'au bout avec tout ce qu'on a. C'est un héritage immense. Et il commence aujourd'hui, il commence par ces 6 habitudes. Il commence par le choix, votre choix de vous prendre en main, de prendre soin de vous, d'investir dans votre propre vitalité. Non pas parce que vous avez besoin de plaire à quelqu'un, non pas parce que vous avez besoin de prouver quelque chose, mais parce que vous méritez de vivre pleinement, parce que vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et dans votre vie, parce que vous méritez d'être heureuse. Et je veux vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent en public, mais que je pense profondément. Dans ma carrière de psychiatre, j'ai rencontré des milliers de femmes, des femmes de tous âges, de tous horizons, de toutes conditions. Et ce que j'ai appris, ce que 30 ans de pratique clinique m'ont appris, c'est que les femmes sont des êtres d'une résilience et d'une profondeur extraordinaire. Elles ont une capacité à aimer, à créer, à surmonter, à transformer la souffrance en sagesse qui me stupéfie encore après toutes ces années. Et les femmes de 60 ans, celles qui ont traversé les tempêtes de la vie et qui sont encore debout, encore curieuses, encore ouvertes, sont parmi les personnes les plus remarquables que je connaisse. Vous n'êtes pas en déclin, vous êtes en devenir. Vous n'êtes pas à la fin de quelque chose, vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes au début de quelque chose, et ce quelque chose peut être la période la plus riche, la plus libre, la plus authentique de votre vie, si vous choisissez de la vivre ainsi. Alors je vous pose cette question et je veux que vous y réfléchissiez vraiment, pas comme une question rhétorique, mais comme une vraie invitation à la réflexion. Dans un an, comment voulez-vous vous sentir ? Pas comment vous voulez avoir l'air, pas ce que vous voulez que les autres pensent de vous, mais comment vous voulez vous sentir à l'intérieur, dans votre corps, dans votre vie. Quelle femme voulez-vous être dans un an ? Et maintenant, la question suivante est qu'est-ce qui vous empêche d'être cette femme aujourd'hui ? Parce que je vous garantis que les obstacles ne sont pas où vous pensez qu'ils sont. Ils ne sont pas dans votre âge, ils ne sont pas dans votre corps, ils ne sont pas dans votre passé. Ils sont dans vos habitudes, dans vos croyances, dans les histoires que vous vous racontez sur vous-même et sur ce qui est possible pour vous. Et ces histoires, vous pouvez les changer. Vous avez le pouvoir de les changer. Vous avez les outils pour les changer. Vous avez les outils pour les changer. Vous les avez maintenant. Je veux aussi vous parler d'une chose que j'observe souvent et qui est un piège subtil mais puissant. C'est ce que j'appelle l'attente de la condition parfaite. Beaucoup de femmes se disent je commencerai à prendre soin de moi quand j'aurai perdu du poids ou quand les enfants seront installés ou quand j'aurai plus de temps ou quand je me sentirai mieux. Et cette attente de la condition parfaite est une façon de ne jamais commencer parce que la condition parfaite n'arrive jamais.
il y a toujours une raison de reporter. La vérité, c'est que vous commencez maintenant, pas dans les meilleures conditions, pas quand vous vous sentirez prête. Maintenant, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, et vous vous améliorez en chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'attendez pas d'être en forme pour commencer à vous entraîner. Vous vous entraînez et vous devenez en forme. Vous n'attendez pas d'être confiante pour commencer à vous affirmer. Vous vous affirmez et vous devenez confiante. Vous n'attendez pas de vous sentir prête pour commencer à vivre pleinement. Vous commencez à vivre pleinement et vous vous sentez prête. Et je veux vous parler encore d'un sujet que j'ai effleuré, mais qui mérite plus d'attention. Je veux vous parler de la sexualité après 60 ans, parce que c'est un sujet dont on parle trop peu, avec trop de pudeur, trop de honte, trop de préjugés, et cette absence de conversation fait beaucoup de mal. La sexualité ne s'arrête pas à 60 ans, ni à 70 ans, ni à 80 ans. Des études montrent que de nombreuses personnes restent sexuellement actives et épanouies bien au-delà de ce que notre culture imagine. Et la satisfaction sexuelle est fortement corrélée à la santé globale, au bien-être psychologique, à la qualité de vie. Ce n'est pas un luxe, c'est une composante importante de la santé humaine. Après la ménopause, il y a des changements physiologiques réels qui peuvent affecter la sexualité, notamment la sécheresse vaginale et une diminution de la libido liée aux changements hormonaux. Ces changements sont réels et méritent d'être pris en charge médicalement si nécessaire et certainement pas ignorés ou acceptés passivement. Il existe aujourd'hui des solutions efficaces, des traitements locaux, des traitements hormonaux, des approches psychologiques qui permettent de maintenir une vie sexuelle épanouie après la ménopause. Mais au-delà de la physiologie, il y a la psychologie. Et souvent, la plus grande barrière à l'épanouissement sexuel après 60 ans n'est pas physique, c'est psychologique. C'est la croyance que vous n'êtes plus désirable, que votre corps n'est plus beau, que la sexualité est réservée aux jeunes. Ces croyances sont fausses et elles sont destructrices parce qu'elles créent une prophétie autoréalisatrice, Si vous croyez que vous n'êtes plus désirable, vous vous comportez comme quelqu'un qui n'est pas désirable et les autres le ressentent. La désirabilité, j'y reviens encore, parce que c'est central, n'est pas une question d'âge ou de physique, c'est une question d'énergie, de présence, de confiance, de vitalité. Et tout ce que nous avons construit ensemble, aujourd'hui, ces 6 habitudes nourrissent directement cette énergie, cette présence, cette confiance, cette vitalité. Donc, en adoptant ces habitudes, vous nourrissez aussi votre vie sexuelle et amoureuse, pas comme un effet secondaire, mais comme un effet secondaire, mais comme un effet central et intentionnel. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très concret sur la façon dont vous pouvez utiliser la psychologie pour améliorer votre activité dans les interactions quotidiennes. Parce que l'attractivité n'est pas seulement une question de physique ou d'énergie intérieure, c'est aussi une question de compétences relationnelles. Et ces compétences s'apprennent. La première compétence, c'est l'écoute active. J'en ai parlé brièvement, mais je veux y revenir parce que c'est extraordinairement puissant. La plupart des gens écoutent pour répondre, ils attendent leur tour de parler, ils pensent à ce qu'ils vont dire pendant que l'autre parle. L'écoute active, c'est différent, c'est écouter pour comprendre, vraiment comprendre. Posez des questions qui montrent que vous avez entendu, réformuler pour vous assurer d'avoir bien compris. Être curieuse de l'autre, de son expérience, de sa façon de voir les choses. Quand vous faites ça, quand vous écoutez vraiment, les gens se sentent vus, entendus, valorisés, et ils veulent être avec vous, ils veulent vous parler encore, ils veulent vous connaître davantage. C'est l'un des outils de séduction les plus puissants qui existent et c'est complètement indépendant de l'âge ou du physique. La deuxième compétence, c'est l'humour. Pas l'humour forcé, pas les blagues préparées, mais l'humour naturel, spontané, qui vient d'une façon légère et joyeuse d'aborder la vie,
Les gens qui savent rire d'eux-mêmes et des situations de la vie, qui trouvent la légèreté dans les moments ordinaires, sont des gens avec qui on a envie d'être. L'humour est une forme d'intelligence sociale et émotionnelle et il est extraordinairement attractif. La troisième compétence, c'est la vulnérabilité appropriée. Pas l'oversaring, pas se déverser émotionnellement sur les gens, mais se montrer humaine, imparfaite, authentique. Partager quelque chose de vrai sur soi, une difficulté surmontée, une peur apprivoisée, une chose qu'on a apprise sur soi-même. Cette vulnérabilité crée de la connexion. Elle dit à l'autre, je suis réelle, je suis humaine, tu peux être même avec moi. Et ça, c'est la base de toute relation profonde et durable. Je veux aussi vous parler de quelque chose qui est souvent négligé dans les conversations sur l'attractivité et la désirabilité après 60 ans. Je veux vous parler du style, pas de la mode au sens des tendances, mais du style au sens de votre façon personnelle d'habiter votre apparence. Parce que la façon dont vous vous habillez, dont vous vous coiffez, dont vous vous maquillez ou non, est une forme d'expression de qui vous êtes. Et elle a un impact réel sur la façon dont vous vous sentez et dont les autres vous perçoivent. Voici ce que j'observe souvent. Beaucoup de femmes, après 60 ans, commencent à s'effacer vestimentairement, comme si elles avaient intégré l'idée qu'elles ne devaient plus prendre trop de classe visuellement. Des couleurs neutres, des coupes dissimulatrices, des tenues fonctionnelles mais sans joie. Et cette façon de s'habiller envoie un message à vous-même et aux autres. Je suis en retrait. Je ne suis pas là pour être vu, je ne vous dis pas de vous habiller de façon tapageuse ou inappropriée, je vous dis de vous habiller de façon à vous sentir bien dans votre corps, de porter des couleurs qui vous illuminent, des coupes qui vous mettent à l'aise et en valeur, des vêtements qui vous font sourire quand vous les enfilez. Parce que quand vous vous sentez bien dans ce que vous portez, ça change votre posture, votre façon de marcher, votre façon d'interagir avec les autres. Et ça, les autres le voient. Et voici quelque chose que je dis souvent à mes patientes avec un sourire. Le meilleur vêtement que vous puissiez porter, c'est votre sourire. Pas un sourire de façade, pas un sourire poli, mais un sourire authentique, celui qui vient des yeux, celui qui dit « je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de vous rencontrer, je suis heureuse d'être en vie ». Ce sourire-là est la chose la plus attractive qui soit. Et il est gratuit et il est disponible à tout moment. Je veux maintenant vous parler de quelque chose sur lequel je veux insister particulièrement parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que je puisse vous dire. Je veux vous parler de la patience et de la confiance dans le processus. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons maigrir en une semaine, être heureuse en un mois, transformer notre vie en un trimestre, et quand les résultats ne viennent pas aussi vite que nous le souhaitons, nous abandonnons. Nous concluons que ça ne marche pas pour nous, que nous sommes un cas particulier, que c'est trop tard. Mais la biologie a son propre rythme. Les changements cellulaires prennent du temps, les nouvelles habitudes neuronales prennent du temps à se solidifier, la confiance en soi se construit progressivement, la vitalité se cultive jour après jour. Et les effets les plus profonds et les plus durables sont ceux qui viennent lentement, qui s'installent progressivement, qui deviennent une façon d'être plutôt qu'un effort conscient. Alors je vous demande de la patience. Pas une patience passive, une patience active. Continuez à faire les choses même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Continuez à pratiquer même quand vous ne vous sentez pas inspiré. Continuez à prendre soin de vous-même quand c'est difficile parce que chaque jour où vous pratiquez ces habitudes, même imparfaitement, vous construisez quelque chose. Vous construisez la femme que vous voulez être. Et cette construction, même si elle est invisible au jour le jour, est réelle et puissante. Et voici quelque chose que j'ai observé maintes fois dans ma pratique clinique. Le changement vient souvent de façon soudaine et surprenante après une longue période où il semblait ne rien se passer, comme une plante qui pousse sous la terre pendant des semaines sans qu'on voit rien et qui soudainement perce la surface. Si vous avez abandonné avant ce moment, vous ne verrez jamais la fleur. Mais si vous avez eu la patience de continuer à arroser, de continuer à prendre soin, la fleur arrive toujours
sans exception. Alors continuez, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, parce que c'est dans les moments difficiles que les habitudes se solidifient, que le caractère se forge, que la vraie transformation se produit. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'aurais pu mettre au début, mais que je place ici intentionnellement, parce que je pense que vous êtes maintenant dans le bon état d'esprit pour l'entendre vraiment. Je veux vous parler de la gratitude. Pas la gratitude telle qu'elle est souvent présentée dans le développement personnel comme une technique de positivité forcée. Non. Je veux vous parler de la gratitude telle que la science la comprend, comme une pratique qui recalibre votre cerveau vers le bien-être et qui a des effets biologiques mesurables. Des recherches menées par Robert Raymond à l'Université de Californie ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude, c'est-à-dire qui prennent régulièrement le temps de noter ou de réfléchir à ce qui est bien dans leur vie, ont des niveaux significativement plus élevés de bien-être subjectif, de satisfaction de vie, d'optimisme. Elles dorment mieux, elles font plus d'exercice, elles ont moins de symptômes physiques, elles ont des relations plus satisfaisantes. Et voici ce qui est fascinant du point de vue neurologique. Quand vous vous concentrez sur ce qui est bien dans votre vie, vous activez les circuits de la récompense dans votre cerveau. Vous produisez de la dopamine et de la sérotonine et vous entraînez votre cerveau à chercher le positif plutôt que le négatif. Parce que votre cerveau est comme un muscle, il se renforce dans la direction où vous l'entraînez. Si vous l'entraînez à chercher les problèmes, il deviendra excellent pour trouver des problèmes. Si vous l'entraînez à chercher ce qui est bien, il deviendra excellent pour trouver ce qui est bien. La pratique de la gratitude est simple. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez 2 minutes pour identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Pas des généralités, ma santé, ma famille, mais des choses précises et concrètes. Ce sourire que vous a fait le boulanger ce matin, cette tasse de café que vous avez savourée lentement, cette conversation téléphonique avec votre fille qui vous a fait rire, ces petites choses spécifiques. Parce que c'est la spécificité qui active les circuits neurologiques de la gratitude de façon optimale. Et voici quelque chose de beau. La gratitude et la vitalité se renforcent mutuellement. Plus vous êtes vital, plus vous avez de choses pour lesquelles être reconnaissante. Et plus vous pratiquez la gratitude, plus vous percevez votre vie comme riche et précieuse, ce qui nourrit votre vitalité. C'est un autre cercle vertueux, un de plus, qui se superpose à tous ceux que nous avons construits ensemble aujourd'hui. Je veux vous parler maintenant de quelque chose de très important que j'ai gardé pour la fin, parce que je veux que ce soit la dernière chose que vous entendez, la chose qui reste avec vous après que vous aurez fermé cette vidéo. Je veux vous parler de l'amour de soi, pas l'amour de soi au sens narcissique, pas l'amour de soi comme une fin en soi, mais l'amour de soi comme un fondement de tout le reste. Voici ce que j'ai appris après 30 ans de pratique clinique. La plupart des problèmes que les gens viennent me voir, les problèmes relationnels, les problèmes d'estime de soi, les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression ont à leur racine une même chose, un déficit d'amour de soi. Une relation à soi-même marquée par la critique, le jugement, la honte, l'insuffisance. Et tant que cette relation n'est pas transformée, les solutions externes, et les régimes, les traitements, les nouvelles relations, les nouvelles habitudes ont un effet limité parce qu'elles construisent sur des fondations fragiles. L'amour de soi n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est quelque chose que vous cultivez. Chaque jour, par vos actions, vos pensées, vos choix. Chaque fois que vous choisissez de prendre soin de votre corps, vous vous aimez. Chaque fois que vous choisissez de respecter vos besoins, vous vous aimez. Chaque fois que vous vous traitez avec bienveillance après une erreur, vous vous aimez. Chaque fois que vous choisissez une relation qui vous nourrit plutôt qu'une relation qui vous diminue, vous vous aimez. Chaque fois que vous vous accordez la permission d'être imparfaite, vous vous aimez. Et cet amour de soi, cultivé patiemment, quotidiennement, transforme tout.
Il transforme votre relation à votre corps, il transforme votre relation aux autres, il transforme votre rapport au temps qui passe et à l'âge. Il transforme votre façon d'être dans le monde. Parce qu'une femme qui s'aime vraiment n'a pas besoin d'être validée par les autres pour se sentir bien. Elle n'a pas besoin de l'approbation d'un homme pour se sentir désirable. Elle n'a pas besoin d'être jeune pour se sentir précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle sait qu'elle l'est. Et cette certitude intérieure est la chose la plus magnétique, la plus attractive, la plus irrésistible qui soit. Alors voilà, nous avons fait un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé de biologie, de neurosciences, de psychologie, de philosophie de vie. Nous avons parlé des 6 habitudes qui inversent le vieillissement. Nous avons parlé de désirabilité, de vitalité, d'amour, de soi, d'ikigai, de connexion, de mouvement, de sommeil, d'alimentation, de présence. Et tout ça, au fond, pointe vers la même chose, vers vous, vers votre vie, vers votre choix de la vivre pleinement, courageusement, joyeusement. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous n'avez pas besoin d'être prête. Vous avez juste besoin de commencer maintenant avec ce que vous avez, avec qui vous êtes et de continuer jour après jour avec patience, bienveillance et détermination parce que vous méritez ça. Vous méritez une vie pleine de vitalité, de joie, de connexion, de sens. Vous méritez de vous sentir désirable et désiré. Vous méritez de vous lever chaque matin avec l'envie de vivre cette journée. Vous méritez tout ça, pas dans 10 ans, pas quand vous serez prête. Maintenant, et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous avez passé tout ce temps avec moi, c'est parce que quelque chose en vous sait, ça, quelque chose en vous est prêt pour ça. Quelque chose en vous est prêt pour ça. Faites confiance à ce quelque chose. C'est votre sagesse intérieure. Elle a toujours su ce dont vous aviez besoin. Il est temps de l'écouter. Si cette conversation vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, si vous repartez avec des outils que vous voulez mettre en pratique, faites une chose pour moi, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Il y a encore tellement de choses que je veux partager avec vous sur la psychologie du vieillissement bien vécu, sur les relations, sur la confiance en soi, sur la vitalité. Et chaque semaine, je publie une nouvelle conversation comme celle-ci, intime, directe, sans filtre, basée sur la science et sur l'expérience clinique. Vous méritez d'avoir accès à ces informations. Vous méritez d'avoir quelqu'un dans votre coin qui vous dit la vérité avec bienveillance. Alors abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et revenez me voir parce que cette conversation ne fait que commencer. Prenez soin de vous vraiment, profondément, avec amour parce que vous en valez la peine, vous en avez toujours valu la peine, vous en avez toujours valu la peine. Et le meilleur de votre vie, je vous le promets, est encore devant vous